Passion Auto Rétro est une présentation de Garantie Track, Hagerty et Spécialité Hypertech. Bonjour à tous, bienvenue à Passion Auto Rétro. Aujourd'hui, c'est de Trois-Rivières qu'on vous présente l'émission. Cette semaine, on rencontre Frédéric Haché qui nous présente sa Toyota Corona 72. Restez là. Frédéric, tu possèdes une petite japonaise. Ben oui. Une belle petite Corona 72. Merci, merci. Écoute, tu as une très belle voiture entre les mains. Tu es toute jeune, mais j'aimerais savoir, écoute, tu as sûrement baigné dans l'huile quand tu étais toute petite. Oui. Ton père t'a initié à la mécanique et à Oui. l'automobile. Exactement. Les souvenirs que j'ai quand j'étais toute petite, je me promenais dans la rue chez moi dans un petit camion bleu électrique avec une petite batterie. Là, puis ça a marqué mon enfance. Après ça, quand j'ai grandi, puis je ne fais plus rentrer dans le petit camion, je rentrais dans la boîte en arrière, puis je trouvais quelqu'un pour le conduire. Après ça, c'était de travailler sur des autos dans le garage avec mon père après l'école, que ce soit sa voiture. Tu sais, rien d'extraordinaire, là, comme une vieille voiture, vraiment une voiture de tous les jours. Travailler sur les freins. À chaque fois, il y avait quelque chose à faire. Tu as appris vraiment sur le tas. Ouais. Toute jeune, tu avais des voitures. Toi, tu n'avais pas des poupées Barbie. Tu avais des voitures, tu mangeais sur ta table toute petite. Tu as des voitures, tu t'assis dans le salon, tu étais avec des voitures ou des camions. Exact. Puis tu as été aussi maniaque de mécanique aussi, mais maniaque de tout ce qui est moteur. Tu as fait du quad. Oui. Ton père t'a initié au quad, initié à la mécanique. Oui. Fait que tu as tout ce background-là avec toi. Exact. Parle-moi un petit peu, parce que c'est assez exceptionnel pour moi, de ta formation. Tu travailles chez Fitzbach Garage qui restaure des voitures. Exactement. Entreprise très reconnue au Québec. Et comment tu t'es intégré au groupe? De quelle façon ça s'est fait? En fait, c'est vraiment anodin parce que moi, ma formation, en fait, je suis allée à l'école en mode, en commercialisation de la mode. C'est une petite contradiction. Exactement. Mais j'avais toujours en tête d'être dans le monde du vintage, d'être dans le monde des vêtements seconde main. Fait que j'ai toujours eu quelque chose là, pour les vieilles bebelles, comme on dit. Là. Mais après ça, venu la COVID et tout, mon père travaillait au garage chez Fitzbach. Puis il cherchait quelqu'un pour les aider avec les réseaux sociaux, puis tout ce qui était administration. Fait que c'est comme ça que j'ai pu rentrer là, dans l'entreprise. J'avais pas mal de bases aussi là, avec la commercialisation de la mode pour ça. On revient un peu dans le temps. Oui. Les premières fois que tu as travaillé avec ton père, soit en carrosserie ou en mécanique, quel âge tu peux avoir? Je dirais peut-être 10-12 ans. T'sais, si c'était vraiment là, avoir les mains dans le moteur, avoir les mains sales, là, je dirais 10-12 ans. Avant ça, c'était moi l'assistante qui donnait le scalpel, si on veut. OK, donne-moi tel outil. Exact. Mais à partir de 10-12 ans, tu as plongé la tête dans le moteur. Exact. Curiosité, c'est quoi la première réparation que tu as faite à vie? Par cœur, je pourrais pas savoir, mais je sais que c'était sur la Matrix de ma mère, une Matrix 2006, en Toyota encore une fois. Oui. Puis c'est comme ça qu'on m'a initiée. Là. Probablement avec les freins ou quelque chose d'assez simple, si on veut. C'est ta deuxième voiture. Oui. Tu en as eu une première, une Volkswagen Westphalia que tu as eue. Tu as même fait un petit voyage avec. Raconte-moi ton expérience. Oui, c'est ça. J'ai fait des gros voyages avec, surtout au Québec, puis dans l'Est du Canada. Fait que ma première voiture, je me suis achetée, c'est un Westphalia 91. Elle était grise. Je l'ai eue pendant 5 ans, puis cette année, c'est l'année que j'ai décidé de la vendre. Je suis allée Gaspésie, Saguenay. Après ça, j'ai fait Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse au complet, là, tout le Cap-Breton en haut. C'était une quelle année? C'était une 91. Fait que la dernière année qu'ils ont fait les T3, les Vanagon, là, les petits carrés. Oui. Oui, fait que ça, c'était celle-là. Et par la suite, arrive le petit bijou qui est ici, qui est ta deuxième voiture. Oui, ça, c'était une drôle d'histoire, cette voiture-là, parce que la Matrix de ma mère, c'était ma voiture d'hiver, si on veut. Oui. Ma mère s'était acheté un autre véhicule, puis elle m'avait donné la Matrix. Puis est venue la COVID, les véhicules roulaient pas beaucoup, on restait pas mal à la maison, puis elle a pris un gros coup de vieux.
Elle a beaucoup, beaucoup rouillé. OK. Fait que j'ai dû malheureusement m'en débarrasser. Fait que je me cherchais un véhicule d'hiver. Fait que là, on va arrêter là. Ouais. On se retrouve dans quelques instants. Parfait. Cette semaine, dans le volet de Mario Lacroix, mais on parle de l'histoire des fameuses portes suicides. Oui, les portes antagonistes. C'est sûr que si je vous nomme ce nom-là, il n'y a pas grand monde qui va comprendre peut-être, mais c'est le vrai nom, c'est ça. C'est des portes, pour que les gens puissent bien comprendre, qui ouvraient sens inverse. Oui. Et on comprend qu'il y avait un petit côté dangereux avec ça. Si la porte était ouverte lorsque le véhicule était déjà en route, la pression de l'air faisait que la porte elle ouvrait et elle allait finir. Elle partait, oui, chez nous. C'est ça, elle faisait un bout par en arrière, comme on dit. Mais ces portes-là, beaucoup étaient associées aussi à la période des années 30, les fameux gangsters. Là. Il était facile d'éjecter un passager en tournant un coin de rue. Hein. Tu ouvrais la porte puis il sortait tout seul. Ça allait très vite, hein? Oui, ça allait assez bien. On a aussi vu ça, ces portes-là. On se rappelle des fameuses limousines, les Lincoln, le président Kennedy et autres. Oui. On avait les portes antagonistes, les portes suicides, comme on dit. Alors, ce fut une période, puis aujourd'hui, ben, on n'en voit plus tellement. Alors, c'est été essayé, et comme d'autres choses, ben, ça a passé son temps, comme on dit. Là. Question de sécurité, sûrement, principalement. Oui, puis ça pique la curiosité aujourd'hui pour les gens des expositions. Merci, Mario. Merci. Les conseils du pro est une présentation de Fitzbach Garage, votre atelier mécanique pour voitures anciennes. André, aujourd'hui, pour le conseil du pro, on se pose une autre bonne question. Est-ce que ça serait utile et nécessaire de faire la conversion d'un système d'allumage à pointe à électronique? Eh bien non, ce n'est pas nécessaire. Encore une fois, les voitures, lorsqu'elles étaient neuves, jusqu'à environ presque 74-75, la plupart des manufacturiers sont passés de l'allumage à pointe à l'allumage électronique. Évidemment, il y avait une question de coût d'assemblage, de fiabilité, etc. Mais les pointes, ça fonctionne très, très bien. Si ça a duré pendant à peu près 70 à 75 ans, c'est donc dire que ce n'était pas un si mauvais système. Les pointes, c'est ni plus ni moins qu'un interrupteur qui ouvre et ferme le circuit électrique pour faire fonctionner l'allumage. Bien sûr, il faut l'installer correctement. Il faut les préparer et ajuster correctement parce qu'il y a moyen de mal les installer pour que ça ne dure pas longtemps. Mais il ne faut pas oublier qu'à l'époque, un système d'allumage à pointe, mais ça peut durer environ 10 000 milles sans vraiment aucun souci. On verra ici que les pointes, ce n'est plus ni moins qu'un système très fiable, très pratique et très petit qui est très utile et fonctionnel. Merci beaucoup, André. Plaisir. La question-réponse est une présentation d'Uniplus Network, la référence pour les pièces de voitures de collection. À quel manufacturier doit-on l'invention du pneumatique? C'est en 1888 que Dunlop a inventé le pneumatique moderne. L'Écossais John Boyd Dunlop, 1840-1921, a déposé une demande de brevet en juillet de cette même année pour l'invention du pneumatique gonflable. Frédéric, on a vu dans le volet précédent que tu es né dans l'huile. Tu as goûté à ça très jeune. Oui. Ça a réveillé une passion. Là, on va se concentrer sur ta voiture, ta Corona Oui. 72. Bon, pourquoi tu as choisi une Corona et puis où tu l'as trouvée? Bien, c'est ça. Avant la pause, ce qu'on parlait, justement, il fallait que je trouve une voiture d'hiver. Mon seul critère, c'était que la voiture soit verte. OK. Alors, Drôle de critère. Drôle de critère, en effet. Alors, quand je cherchais sur les réseaux sociaux puis les sites de vente de voitures, c'est le critère que je mettais. Puis, je suis tombée sur la petite verte. Puis, je suis allée l'essayer. Puis, c'est là que le coup de cœur m'est venu au volant. C'était ma voiture. Fait que je l'ai achetée, mais j'étais toujours prise sans voiture d'hiver. Je l'ai roulée tout l'été. Puis, je me suis empressée d'acheter une voiture là, pour l'hiver, cet hiver-là, qui est une Toyota aussi. Qui est une Toyota Exact. également. Exact.
Pendant que tu la roules, la première année, est-ce qu'il y a des choses que tu fais sur la voiture où la voiture est quasi parfaite? Je vous dirais que la voiture était quasi parfaite. Il y a sûr qu'il y avait le dash, la console. La planche de bord, ouais. Exactement, exactement. Ce qu'il y avait en haut, ça, je l'ai enlevé. Plus par côté d'esthétique, ça s'enlevait. Puis, c'était pas celui d'origine non plus. J'aime bien là, le look que ça donne là, avec le verre en dessous. Mais c'est dans les projets là, de le faire comme il faut. Exact. Parle-moi un petit peu de l'ancien propriétaire. Il y a comme une histoire autour de la voiture, une personne qui décède, l'autre qui la rénove. Parle-moi un peu de l'histoire. Exact, exact. Alors, c'est une Yolande Nadeau qui l'aurait acheté en 72 en Beauce. Il y a encore le collant là, du concessionnaire à l'arrière de la voiture, ce qui est super le fun. Puis, elle a resté dans la famille pendant des années et des années. Puis, après un divorce, là, le propriétaire, qui a donné beaucoup, beaucoup d'amour, a décidé de s'en départir. Et c'est là que toi, tu entres en jeu. Exact. Est-ce que ça a pris du temps avant que tu la trouves? Non, je dirais, entre quand le propriétaire l'a mis en vente, là, on parle de quelques mois, quelques semaines là, peut-être. Là. On va essayer de situer la voiture un peu dans le marché. Toyota, de cette époque-là, qui a commencé à construire des voitures en 1936, il avait fait le modèle AA. Oui. Et la voiture, dans l'évolution de Toyota, il y avait la Crown, qui était la haut de gamme. Exact. Il y avait la Corona. Et ensuite, en 66, est arrivée la Corolla. Exact. Fait qu'on l'avait dans l'ordre. Oui. Dans le fond, c'est l'ancêtre de la Toyota Camry. Oui, exactement. Puis c'est comme une Corolla de luxe, si on veut. Dans ces années-là, la Corolla et la Corona se ressemblaient énormément. Il y avait quelques petites bricoles là, dessus d'esthétique là, qui changeaient, mais la Corona était plus de luxe, là, comme tu dis. Puis ça a été un succès mondial. J'ai vu les ventes à la fin des années 60. Oui. On parle de 160 000 véhicules environ pour la Corolla et 160 000 et plus pour la Corona. Exactement, exactement. Mais de nos jours, on connaît plus la Corolla parce qu'elle est encore sur le marché, là, sous le même nom. Ce segment est une présentation de Les voitures anciennes du Québec. L'évaluation professionnelle d'une voiture ancienne, c'est un peu élaboré, dans le sens que, premièrement, l'évaluateur commence par établir la condition du véhicule sous toutes ses coutures. La carrosserie, la qualité de la peinture, l'intérieur, l'état des tissus, des vinyles, la condition mécanique, en dessous du capot, en dessous de la voiture, l'échappement, la suspension, les pneus. Après avoir évalué toutes les conditions de ces composantes-là, il va aller faire un comparatif sur le marché d'un véhicule de même modèle, dans les mêmes conditions. Habituellement, il va y avoir 3 ou 4 comparables pour être capable de déterminer la valeur exacte du véhicule. En 1934, seulement 2 séries Dodge étaient disponibles à la vente au Canada, soit la DR et la DS, produites à l'usine de Windsor, ainsi que la DQ et la DT, des exclusivités canadiennes. Il est difficile d'affirmer avec certitude combien d'unités de la DR Cabriolet ont été produites, mais nous croyons que plus ou moins 6 exemplaires ont survécu sur un total estimé à 40. Bien que les pièces soient facilement disponibles pour les voitures Dodge et Plymouth de cette époque, plusieurs éléments de carrosserie sont uniques à la DR canadienne, rendant le travail de restauration plus fastidieux. Même si la voiture n'est pas équipée d'une suspension avant indépendante propre à la Dodge américaine, le système à bras longitudinaux et à ressorts hélicoïdaux, ainsi que les freins hydrauliques Lockheed aux 4 roues de provenance Plymouth, rendent la conduite précise et plaisante. Cette Dodge DR Cabriolet est munie d'un strapontin, aussi appelé Spider ou Rumble Seat, permettant à 2 passagers de prendre place à l'arrière, ainsi que des pneus de secours montés sur chaque aile avant. Si vous avez l'intention d'acheter une voiture usagée dans les prochains mois, mais écoutez ce qui suit, on va parler de garantie prolongée. Bonjour Éric. Bonjour. Parle-moi un peu de DRAC, la compagnie comme telle. Oui, bon, TRAC Garantie, on offre des plans de protection mécanique pour les véhicules d'occasion. C'est vendu ou distribué à travers un réseau de marchands de véhicules d'occasion avec qui on a un partenariat, avec qui on fait affaire partout à travers le Québec.
Parle-moi des plus-values de la compagnie de la garantie. Oui, comment on se différencie, Oui. dans le fond, des compétiteurs, c'est que nous, on prend le temps d'écouter nos marchands, de regarder qu'est-ce qu'ils vendent, d'analyser leur inventaire. Bref, on personnalise un plan pour le type d'inventaire qu'ils ont, puis pour le type de consommateur aussi qu'ils ont. Tu sais, ça ne prend pas le même plan de protection pour un véhicule de 15 000 versus un véhicule à 45 000 Pas du tout. Exactement. Donc, on prend le temps de construire un plan spécifique pour le type d'inventaire qu'il a. Puis, de l'autre côté, bien, le consommateur, ça fait en sorte qu'il est mieux servi aussi. Donc, à ce moment-là, on évite des surprises de ne pas avoir le bon plan pour le bon budget puis les bonnes réparations. Exactement. Puis, l'autre élément qui fait en sorte qu'on se différencie, c'est que au moment de la prise de besoin, là, on a aussi une équipe qui regarde avec le département de service. C'est souvent un département de service, donc on passe aux ventes, on achète un véhicule, mais après ça, quand il arrive une réparation, là, bien, le département de service il n'est pas formé pour accueillir le consommateur, comprendre c'est quoi qui est couvert par les plans, par les différents plans, puis comment traiter aussi la réclamation. Fait qu'à ce moment-là, on a une équipe qui se promène dans les centres de service, qui analyse les centres de service, qui s'assure, dans le fond, qu'ils offrent un service de qualité puis que les consommateurs sont bien traités. Ça doit faire une grande différence par rapport à une compagnie qui ne fait pas cette démarche-là. J'imagine que le résultat est vraiment différent. Là. Oui, tout à fait, effectivement. Puis on le voit, on le sent aussi auprès des consommateurs. Ils sont rassurés, puis ça évite aussi beaucoup de problématiques. On s'en cachera pas. Parle-moi des mythes. Il y a plusieurs mythes qui circulent autour de la garantie prolongée. On entend toutes sortes de choses. Parle-moi-en de quelques-uns. Oui, mais je pense que le premier, là, c'est ils disent, bon, ben, les garanties prolongées, là, ça ne paye pas. Ça ne paye pas. Fait que quand on reçoit ça, puis c'est sûr qu'on l'entend, ce mythe-là, on l'entend, cette phrase-là, mais c'est souvent, il y a deux affaires. Le consommateur, premièrement, souvent, il ne prend pas le temps de lire qu'est-ce qui lui a été proposé, qu'est-ce qu'il a acheté, qu'est-ce qu'il a vendu, de comprendre les pièces qui sont incluses, de comprendre comment ça fonctionne. Puis, il y a aussi des marchands qui, malheureusement, bien, écoute, il est rendu 9h moins quart, ils vendent le plan de protection, ils signent ça, puis ils prennent pas le temps d'expliquer correctement aussi aux consommateurs, ils disent que tout est couvert, quand dans le fond, bien, écoute, c'est un groupe motopropulseur qui est couvert. Fait que c'est sûr que le consommateur, quand il arrive et il y a une problématique, bien, il vit des déceptions, et c'est là que ces phrases-là sortent, en fait. Quand on est bien informé, quand c'est bien vendu, généralement, il n'y en a pas de problème. Puis nous, on invite les consommateurs là, à communiquer directement avec nous au bureau. Quand que vous avez des questions ou que ça vous a été proposé puis vous voulez savoir comment ça fonctionne, parce que les marchands ne peuvent pas tout savoir non plus, c'est sûr. bien, on invite les consommateurs à nous appeler directement et à poser des questions pour s'assurer de bien comprendre. Souvent, on entend dire des garanties prolongées que c'est un arnaque. C'est une mauvaise image qu'on a qui n'est pas nécessairement réelle. Non, tout à fait. Écoute, de l'autre côté, quand on regarde ça, le consommateur, là, lorsqu'il y a une réclamation, c'est là qu'obtient le bien, pourquoi il a payé. C'est sûr que ça arrive que le consommateur, bien, il paye pendant une certaine période, puis finalement, bien, il n'y en a pas de réclamation, ou il n'arrive pas de bris. C'est comme une assurance. Mais quand ça arrive, ces consommateurs-là, ils sont contents de l'avoir. C'est le même principe qu'une assurance pour la maison contre le feu. Tu ne brûles pas ta maison tous les jours, mais quand ça arrive, c'est besoin d'avoir l'assurance. Tu es content de l'avoir. Oui. Puis, l'autre mythe, qu'est-ce qu'on entend beaucoup, là, c'est de dire, bon, ben, je vais prendre un plan de protection, tout est couvert. Mais il faut comprendre aussi que vous achetez souvent un véhicule d'occasion, c'est pas une garantie du manufacturier, hein? Fait que c'est pas toutes les pièces qui sont couvertes. Généralement, c'est une garantie inclusive. Regardez sur votre contrat ou sur les dépliants, c'est tout listé les pièces qui sont couvertes. Puis à ce moment-là, bien, ça évite des désagréments de dire, bon, ben telle ou telle pièce, c'est pas couvert. Puis de l'autre côté, il y a des gens qui pensent que parce qu'ils achètent un plan de protection mécanique, ils n'ont plus besoin d'entretenir leur véhicule. C'est pas le cas du tout. Pas du tout. C'est pas un plan d'entretien, premièrement. Fait que, puis de l'autre côté, c'est contre les bris mécaniques. Fait que le nombre de fois là, qu'on reçoit des appels au bureau, que les gens, là, ils ont fait 30 000 km, puis ils n'ont pas fait de changement d'huile parce qu'ils pensent que c'est couvert de l'autre côté, ils ont un plan mécanique, bien, il y a un entretien aussi à faire. Il faut que les gens ils comprennent qu'il y a une usure normale sur les véhicules, ils achètent un véhicule d'occasion, puis il y a un entretien à faire aussi de l'autre côté. Il faut l'entretenir en bon père de famille, dans le fond. C'est en plein ça. Comme si c'était notre véhicule, puis qu'on ne veut pas qu'il brise. Il faut donner la base. C'est en plein ça. C'est exactement ça. Il y a aussi les mythes que mon oncle va le réparer, c'est pas grave, il connaît ça, mais c'est pas si simple que ça aujourd'hui, là. Non, pas du tout. Hein. On a tout un ami mécanicien, on a tout quelqu'un qui se débrouille en mécanique, puis tout ça, mais les moteurs aujourd'hui, les composantes mécaniques aujourd'hui, c'est complètement différent versus le passé. Puis au-delà de ça, bien, ça prend la capacité pour le faire. Oui. Deuxièmement, il y a souvent des programmations avec des ordinateurs qui sont nécessaires. Puis troisièmement, bien, il y a des pièces à acheter. Donc, au-delà de la main-d'œuvre, il y a des pièces aussi qui sont dispendieuses aujourd'hui. Puis nous, c'est ça, les plans de protection. Donc, ça couvre autant la main-d'œuvre que les pièces. Parce que c'est vraiment pas simple. Même les mécaniciens suivent de la formation continue. Exactement. Chaque marque a ses spécificités aussi. Exactement. Puis ça vous est sûrement déjà arrivé, là, quelqu'un qui vous fait des promesses de dire, ben oui, il n'y a pas de problème, je vais en occuper, mais au moment du bris, là, quand ça arrive, là, le cousin, l'oncle ou le voisin, là, souvent, là, ils ne sont pas disponibles.
vous n'avez pas de véhicule pour aller travailler, il faut aller chercher les enfants à la garderie, bien, à ce moment-là, c'est pour ça qu'on prend un plan de protection. Éric, pourquoi prendre une protection mécanique? Bien, pour la tranquillité d'esprit, pour pouvoir rouler l'esprit tranquille puis pas penser à qu'est-ce qu'on va faire si jamais notre véhicule brise. Pour l'économie forcée que ça l'amène, l'économie à long terme, de dire, bon, mais parfait, je mets de l'argent de côté un peu à chaque semaine pour contrer les futures réclamations, parce qu'au moment d'un bris, à ce moment-là, souvent, on n'a pas les ressources financières pour le faire. Presque tout le temps, fait. Bien, presque. Hein? On le fait pour l'aide et l'expertise qu'on amène aussi à la fois. Quand on se présente dans un centre de service, souvent, bien, on ne sait pas trop de quoi on parle, on n'a pas cette expertise-là. Bien, nous, Trac Garantie, bien, on offre cette expertise-là. Puis, finalement, pour l'ajout de valeur pour le véhicule, au moment de la revente, dire, bien, un véhicule qui est couvert par une protection mécanique versus un qui ne l'est pas, assurément, offre plus de valeur. Pour terminer, il y a de l'information sur ton site web, très bien conçu, simple, on peut tout comprendre dans un claquement de doigts. Oui, tout à fait. Je vous invite à aller sur tracgarantie.com. Nos plans génériques sont là. Pour les plans personnalisés, c'est auprès de chacun des marchands qui distribuent nos produits. Merci beaucoup, Éric. Merci. Ce segment vous a été présenté par Trac Garantie, votre premier choix pour une garantie prolongée d'automobile. Frédéric, on a eu tantôt l'histoire de ta voiture. Oui. Mais j'aimerais savoir, quand tu embarques des amis dans ta voiture, des gars ou des filles, dans la vingtaine, comment ils trouvent ça, se promener dans une voiture antique? Je pense que ça leur fait découvrir un nouveau monde, un nouvel univers, que ce soit mes amis qui ont des véhicules modifiés ou d'autres qui ont des véhicules normaux, si on veut. Certains commencent à avoir la piqûre, puis c'est le fun à voir, Est-ce que c'est des gens qui, normalement, s'intéressent à l'automobile ou c'est des gens qui n'ont pas d'intérêt puis qui sentent qu'ils pourraient avoir un intérêt pour avoir une voiture antique? Je dirais qu'il y a toujours une base de passion de voiture. Pour appeler les souvenirs, sûrement. Hein? Exact. Je voulais souligner aussi, en terminant, tu es dans la revue ici, Oui. l'Auto Antique, du Exact. VAQ. Et on a un bel article sur toi. Oui. C'est quel mois exactement? Juillet. Juillet 2023. Exact. Et bravo. Merci. Écoute, est-ce qu'on peut aller faire un petit tour? Ben oui, pourquoi pas? J'embarque. Parfait. Les voitures de la semaine vous ont été présentées par Uniplus Network, la référence pour les pièces de voitures de collection. Eh bien, c'était Éric Fortier. J'espère que vous avez apprécié. Au nom de toute notre équipe, eh bien, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous donne un rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission Passion Auto Rétro. Passion Auto Rétro vous a été présenté par V8 Passion et Hagerty.